Chapitre 5. Le beau rôle de victime. Ce sont les hommes qui se disent normaux qui mènent le monde au bord de la catastrophe. André Tarkovsky, Nostalgie. Les gémissements sont pénibles pour ceux qui les entendent, comme les tourbillons marins. Ils possèdent une puissance d'entraînement dans les profondeurs du marasme et de la désolation. Leur force de conviction peut entamer notre bonne humeur, nos dispositions favorables et notre ardeur. Le plus désagréable est sans doute qu'ils paraissent réclamer, exiger, voire forcer notre compassion. Dans son témoignage d'une grande acuité, Etty Hillesum confie le vendredi 8 août 1941. « Quand je suis descendue ce matin, les premiers mots de maman ont été « Je souffre le martyre ». Étrange, le moindre soupir de mon père me brise le cœur. Mais quand ma mère se lamente « Je souffre le martyre », je n'ai pas fermé l'œil, etc. Cela ne me touche pas au fond de moi. La jeune femme hollandaise donne une précieuse indication. Lorsque la plainte n'est pas sincère et surtout si elle est trop appuyée, elle nous lasse au lieu de nous toucher. Son effet sur nous est inversement proportionnel à son degré d'affectation et d'artifice. « Pipelette, mégère, as-tu fini de pleurnicher ? Vas-y, jacasse tout ton saoul. » Voilà ma réaction au fond de moi lorsque maman est en train de me parler. Maman vous pomperait votre dernière goutte de sang. Les lamentations d'autrui peuvent effectivement donner l'impression d'une forme de vampirisme. La personne qui geint phagocyte notre énergie en l'attirant à elle, sans que nous puissions rien faire pour l'en empêcher. Aussi, les réactions hostiles naissent-elles naturellement en nous, et souvent malgré nous à cette occasion. J'essaie de la voir objectivement et de l'aimer un peu, mais je ne puis m'empêcher de me dire au fond de mon cœur « Quelle pauvre vieille piquée ! C'est très mal. Ici, je ne vis pas, je me laisse vivre. Je remets ma vie à plus tard, j'attends mon départ. Toute énergie me manque ici pour travailler avec cœur, on dirait que l'on vous pompe toute votre énergie. » Dans un environnement dont l'ambiance de fond est pessimiste, nous risquons de perdre notre élan vital, de nous démobiliser et de devenir attentistes, ce qui est une façon indirecte de participer à la consternation ambiante, puis de la renforcer en y contribuant. Les périodes de crise dans l'histoire des sociétés et des civilisations prouvent que ce phénomène existe aussi à grande échelle. Le négativisme des uns entraîne le découragement des autres et la démotivation se répand de plus en plus. L'habitude de se plaindre ou de se faire plaindre est d'autant plus éprouvante pour l'entourage qu'elle est insistante et répétitive. Elle peut en devenir assommante et plonger les destinataires de la plainte dans un désagréable embarras. Essayons d'identifier ces diverses formes de récrimination fâcheuse et importune, tout en tâchant de préciser, puisque la plainte est une action, comment elle agit sur autrui. Rien n'ira jamais plus. Certaines plaintes, surtout celles qui sont encombrantes et pesantes, donnent l'impression de s'entretenir elles-mêmes, de se reproduire sans cesse, indéfiniment. Ce phénomène, qui s'alimente dans une forme de réitération à l'infini, est éminemment pulsionnel. C'est pourquoi il est si difficile à apaiser et à arrêter. Madame Bennet, la mère de 5 filles de la famille au cœur du roman le plus célèbre de Jane Austen, Orgueil et préjugés, constitue un exemple typique de la personne qui ne cesse de récriminer, de maugréer et de protester. Pour Mrs Bennet, tout ce qui lui arrive ou la touche indirectement à travers chacune de ses filles devient motif de gémissements exacerbés et de jérémiades bruyantes. Sans pouvoir se contenir, cette femme qui dit elle-même souffrir des nerfs et constamment éplorée. Elle semble dépassée par la moindre contrariété, mais aussi par les petits bonheurs et les grandes joies qui surviennent dans sa famille. Un déboire devient matière à geindre constamment en prévoyant le pire. Elle reste alors alitée ou enfermée dans sa chambre. Mais les réjouissances sont aussitôt entachées de la menace d'une future et certaine désolation. Entre frayeur de la ruine et crainte de l'abandon, tout événement est considéré comme une injustice ou comme une vexation. Rien ni personne ne peut consoler ou apaiser la pauvre Mrs Bennet. À l'origine de ce type de lamentation, aussi irrépressible pour la personne qui l'affecte qu'insoutenable pour celles qui en sont témoins, il est possible d'identifier 3 facteurs: le défaitisme, le fatalisme et le nihilisme. Le défaitisme. Lorsqu'il vient consulter pour la première fois, Ulysse se montre à la fois apeuré et méfiant. Il a peur de venir dans le quartier très populaire, particulièrement animé et bigarré, où travaille le psychanalyste. Il se méfie principalement de certains types de personnes dont la peau est bronzée. Il dit les trouver trop nombreuses et commence à peine assis un discours stéréotypé, nourri d'invectives et de préjugés sans fondement.
Le professionnel, qui connaît son quartier, tente de le rassurer sur la bonne entente de toutes les communautés qui cohabitent dans un réel climat de convivialité. Ulysse se détend et commence alors à parler de lui. Lorsqu'il s'agit de lui-même, cet homme sportif devient rangé et réservé. Son regard est fuyant, il semble partagé entre l'angoisse et la colère, mais très vite, il montrera aux praticiens un tout autre aspect de lui-même, celui d'un petit garçon plaintif, malheureux, mal dans sa peau, pourtant soigné, d'homme à la mode. Les seules perspectives qui égayent sa vie concernent ses voyages dans ces pays lointains, qu'il relate à son retour comme de véritables épopées. Sinon, pendant de longs mois, à chaque séance, Ulysse égrène une litanie de doléances et de maux qui l'affectent réellement dans son corps aussi. Il a notamment eu à souffrir de dérangements intestinaux et artériels qui l'ont conduit plusieurs fois en urgence à l'hôpital. Entre les séances et à l'occasion puis de plus en plus fréquemment, Ulysse envoie un mail à son thérapeute. Désolé de vous écrire une nouvelle fois, mais j'ai mal dormi. Peut-être le vin hier soir avec Ariane, puis le dos. J'étais en panique cette nuit après un réveil à 4 heures du matin et des douleurs dorsales. Du coup, ce matin, j'ai refouillé sur Internet. Outre les douleurs qui pourraient provenir de problèmes mécaniques, j'ai lu que cela pouvait être aussi un organe en souffrance. Alors le petit vélo s'est mis en route dans ma tête. J'ai peur d'avoir un truc grave. Je retournerai voir mon vieil ostéopathe aussi. Bref, la panoplie des praticiens, comme à une époque. Je n'ai vraiment pas de chance. À aucun moment de sa psychanalyse, et bien que proche en tout point du petit Calimero, Ulysse n'a parlé d'injustice. Fait intéressant, sa plainte infinie concerne plutôt le manque de chance et la peur que sa malchance ne s'aggrave. 2 ans plus tard, Ulysse va déjà beaucoup mieux. Ses graves ennuis de santé ne sont plus que de mauvais souvenirs, il ne fuit plus le regard de son interlocuteur, il n'a plus peur des personnes d'origine étrangère qu'il croise dans les rues, il est beaucoup plus lucide sur lui-même, mais le gémissement de fond persiste. La méfiance reste présente aussi. Je m'aperçois que je suis exigeant envers les autres, que j'ai du mal à les accepter tels qu'ils sont. J'ai surtout du mal à faire confiance. Alors imaginez comment mon cerveau fonctionne depuis que j'ai rencontré Nausicaa en Crète. Je pense à elle constamment et dans le même temps, je sais que cette situation m'épuise. Pourtant, je n'ai ni la force ni l'envie d'arrêter cette relation. Je suis très accrochée à cette femme, bien qu'elle soit lunatique. Elle est capable de me dire « je t'aime » 10 fois par jour et le lendemain me répondre sèchement par un seul mot. L'idéal serait que je rencontre une femme en France, mais je n'ai pas l'état d'esprit pour ça actuellement. Alors les portes semblent fermées, je n'ai pas envie de grand-chose non plus, les sorties me lassent, même si j'espère chaque fois rencontrer quelqu'un qui m'aiderait à oublier Nausicaa. Je suis surtout pendue à mon téléphone à attendre ses messages et ses appels. Je suis devenue accro à toutes ces technologies, je la piste partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, un vrai fou. Ulysse surveille la femme qu'il a rencontrée lors de ses dernières vacances car il n'arrive pas à lui faire vraiment confiance et il craint qu'elle le trompe ou le quitte. Lorsque le psychanalyste lui fait remarquer qu'il a peut-être peur d'être trahi, bien que projetant de son côté de rencontrer une autre femme en France, Ulysse reste silencieux un moment et sa plainte reste en suspens quelque temps. Il suffirait que je dise stop à tout cela, mais je n'y arrive pas. La solitude doit m'effrayer. J'attends un miracle de C, son acupuncteur, qui me fera peut-être fonctionner autrement au quotidien. Mais au fond de moi, je n'y crois pas. Ulysse prend conscience qu'il se méfie de tout et de tous. Est-ce là l'origine de sa plainte continuelle ? En tout cas, il comprend qu'il refuse d'accorder réellement sa confiance à l'acupuncteur. Il ne pourra pas se détendre et profiter du soin, puis il sera déçu encore une fois et s'en plaindra après. Tout cela ne dépend que de lui. Ulysse se rend lui-même la vie impossible, puis il se plaint d'être souffrant et de ne pas être heureux. Depuis quelques jours, j'ai de nouveau mal au ventre. C'est probablement dû aux disputes avec Nausicaa. Nous avons des forts caractères et aucun d'entre nous ne cède lorsque nous sommes en désaccord. La relation est devenue tendue. J'ai le sentiment de chercher un prétexte pour arrêter avec elle alors que je suis très amoureux. Je suis peut-être pas encore prêt pour une relation, encore moins à distance. Je continue à la surveiller sur Internet. J'ai du mal à arrêter cette surveillance. Je n'ai confiance en rien ni en personne, c'est fou. Je me fais du mal tout seul. Je sais alors que je pense vraiment que c'est une femme sérieuse et que son choix s'est arrêté sur moi. Elle a beaucoup de qualités. J'ai constamment besoin qu'elle s'approche de moi. Quand elle est silencieuse, ça m'agace. J'aime aussi avoir le contrôle sur beaucoup de choses. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, alors ça m'énerve encore plus. Ulysse est le premier à être conscient qu'il crée lui-même son propre malheur et qu'il a beau jeu après d'en s'en plaindre. Ce
Ce mécanisme stérile ne lui convient pas, mais il n'arrive pas encore à y mettre un terme. La plainte emprisonnerait-elle celui qui lui donne trop de place ? Celui qui en fait l'objet principal de son discours finirait-il pernicieusement par se laisser dominer par elle ? Oh, malheur fatal ! Joanne est directrice financière d'une grande entreprise florissante. En dépit de sa fonction, elle parle avec une voix de petite fille. Atteinte d'une maladie dégénérative depuis plusieurs années, Joanne vit seule. Elle n'a pas de compagnon et regrette de ne pas être mère. Elle aurait aimé avoir des enfants. Enfin, elle n'en est pas sûre. Pour elle, l'existence est un calvaire. Elle n'arrive pas à être heureuse, elle ne parvient même pas à partir en vacances. Comme un criminel détenu en prison à perpétuité, elle semble condamnée à une plainte perpétuelle, à un éternel malheur. Son amère complainte s'étire et s'étale séance après séance. Cela lui fait du bien de parler car, à part à une amie, elle ne se confie pas. Je suis perdue dans mes pensées d'enfant. Je suis sans voix, je suis sans vie, je suis anéantie. Je n'arrive pas à me comprendre moi-même. Je suis verrouillée, en loyauté à mon père alors qu'il est mort depuis longtemps. Pour moi, c'est une manière de ne pas le quitter et d'attendre encore l'amour et la reconnaissance du père. Tout cela, je le sais. Je suis en grande souffrance affective, mais qu'est-ce que j'y peux ? Je me lève le matin et je sais déjà que tout sera souffrance, comme si j'étais bannie, comme si j'étais emprisonnée dans une toile d'araignée et j'attends que l'on vienne me mettre à mort. J'entends désespérément et je souffre. Parfois, je me dis que la mort serait bien plus douce que cette mauvaise vie, d'où je m'extirpe comme je peux. Comme les lamentations de Job ou de Jérémie, l'expression des douleurs de Joanne est à accueillir complètement, sans jugement et sans restriction. Joanne est sincère. Son désespoir est réel. Malgré sa bonne volonté et ses efforts, elle n'arrive pas à aller mieux. Je suis en demande d'affection. Je ne m'aime pas, je n'arrive pas à prendre soin de moi. Je fais attention, je prends de bonnes résolutions, mais ce n'est pas cela. C'est comme si je faisais semblant, comme si j'étais une élève bien appliquée qui récite bien sa leçon. Mais il n'y a pas de ressenti de ce qui serait bon pour moi. J'aimerais tout envoyer balader. Joanne reste fixée au moment où son père, très violent, l'a humiliée et dégradée. Surtout, tout semble s'être arrêté ce jour terrible où il l'a renvoyée définitivement de la famille. Elle n'avait alors que 17 ans. J'en veux tellement à mon père qui m'a mise plus bas que terre, je lui suis soumise et je n'arrive pas à me relever tant que je suis à terre. Il est là avec son pied au-dessus de ma tête et je dois me taire, je dois faire bonne figure et je dois souffrir en silence. Il est tellement macabre dans sa manière de m'aborder. Comment puis-je expliquer à quel point j'ai été maltraitée par lui ? Je n'ai pas été battue, je n'ai pas été violée et pourtant ma souffrance est là et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me déverrouiller, je le sais. C'est comme si tout le travail de mémoire que je faisais chaque fois me plombait un peu plus et réveillait encore plus l'humiliation. Voilà le mot, je me sens humiliée et j'ai honte. Cette fixation de l'affliction pour un point crucial, un événement monumental qui présentifie la douleur ou le malheur enduré, est une donnée fondamentale de la plainte infinie. Ce monument de la douleur devient un temple au sein duquel la plainte prend la place d'un rituel liturgique, d'un office des ténèbres que le célébrant répète chaque jour. Noirceur et nihilisme. Sur la demande insistante de son épouse qui ne supporte plus ses lamentations constantes depuis plus de 30 ans et après maintes tergiversations, César se résout à prendre rendez-vous auprès d'un professionnel qui lui a été conseillé. Habillé comme un adolescent rebelle et négligé, se disant jeune et physiquement irrésistible, même s'il a du mal à accepter de vieillir, César voudrait bien s'engager dans une psychanalyse et en même temps il ne veut pas. Il a peur de ce qu'il va découvrir, toute cette noirceur en lui, et peur des peurs de son épouse, par exemple qu'une psychanalyse ne débouche inévitablement sur leur séparation. En butte à des problèmes de santé, le plus souvent imaginaires, César est sujet à des crises d'angoisse récurrentes concernant son corps, la maladie grave et la mort. Ces crises engendrent des peurs paniques d'une puissante intensité, pouvant aller jusqu'à le paralyser. Il a souvent très mal au dos et prévoit de se faire opérer. Une fois l'opération passée, il craint pour son cœur. Il consulte de nombreux cardiologues pour vérifier leur diagnostic, bien qu'il n'ait confiance qu'en son propre jugement. Se fondant essentiellement sur la lecture de pages et de discussions trouvées sur Internet, tous plus alarmantes les unes que les autres, il est persuadé d'avoir de graves problèmes cardiaques. La plainte de César est continuelle et très alarmiste. Le corps ne ment pas. Le problème, c'est mon nombrilisme obsessionnel et destructeur. Destructeur par le mal, le négatif qu'il répand. Il n'y a rien de constructif, rien qui fasse avancer. Ce n'est que du temps perdu, gâché, qui ne peut pas se rattraper.
Dans la vie courante, César explique qu'il est très autoritaire, qu'il ne supporte pas que quelqu'un lui oppose un refus, le contredise ou même le contrarie. Il devient alors très violent, prêt à en venir aux mains et plus souvent se montre injurieux et dépréciatif. En réalité, mes délires agressifs ou existentiels sont l'expression de mon incapacité à me remplir et à me donner le sentiment d'exister autrement que par la violence et surtout par mes peurs. J'ai tout le temps peur d'être malade, de souffrir, de mourir. J'ai peur d'être heureux aussi. César se plaint d'être stressé et paradoxalement, il apprécie et cherche cet état pour se sentir exister de façon plus évidente, du fait de l'intensité des sensations qu'il éprouve. J'aime aller mal. Je sens une puissante jouissance face à la douleur et à la peur. Je regarde des vidéos d'accidents. Cela renforce ma croyance que la vie est cruelle. Je ne veux pas aller bien, je ne mérite pas le bonheur qui m'est offert, je n'en suis pas digne. Je n'ai pas lutté pour l'obtenir comme un héros mythologique, donc je pourris régulièrement ce qui est beau. Pour nombre de personnes prisonnières de leur conception d'elles-mêmes et d'un malheur auquel elles tiennent plus que tout, la volonté de ne pas aller bien est profondément ancrée, probablement depuis longtemps, et cette position subjective fondamentale semble inamovible. J'ai peur de disparaître et je ne sais pas pourquoi. Cette peur gâche ma vie. Je joue un rôle valorisant, un personnage factif. Je joue au mec serein, détaché, tolérant. Je ne suis rien de tout cela. Je fais semblant d'être différent de cette chose absente et torturée que je suis trop souvent. Je n'ai pas de désir. Je ne vais jamais au bout de rien. Je détruis tout ce que je touche. Le pessimisme et le nihilisme de César ne se limitent pas à une grande facilité délibérément entretenue de ne voir que le mauvais côté des situations. Il réside aussi dans sa volonté destructrice, voire dégradante, qui correspond à une forme de fécalisation. Il est particulièrement intéressant de constater à quel point, comme en témoignent les exemples d'Ulysse, Joanne, César, la lucidité sur soi-même ne modifie en rien l'irrépressible plainte et n'influe nullement sur la façon d'être, de penser ou de s'exprimer. Le patient et le thérapeute se heurtent à une forme d'aporie ou même de butée qui semble indépassable. Cela prouve que les prises de conscience ne permettent pas à elles seules la transformation réelle du sujet qui les effectue. Nous pouvons également repérer des points communs essentiels dans les doléances de ces personnes. Leurs plaintes sont caractérisées par une fixation à double face sur le corps malade et sur l'âme en peine, une répétition invétérée, aussi rigidifiée qu'irrépressible, un enlisement du sujet dans une configuration qui lui fait horreur, mais dont il n'arrive pas à s'extirper. Du point de vue de la recherche clinique, il serait intéressant de réaliser une étude qui puisse élucider la corrélation entre les plaintes chroniques et les problèmes de santé inquiétants, voire invalidants. Nous aurions tous beaucoup à apprendre d'une telle investigation, autant le corps médical que les psychistes et les patients eux-mêmes. Notons que la fixation, la répétition et l'enlisement sont également de nature pulsionnelle. Nous y reviendrons au chapitre suivant. L'irréparable outrage. César, qui apprécie de régner sur son entourage tout en donnant de lui une image qui lui est particulièrement favorable, a pu mettre en évidence la mise en place d'une fausse personnalité, sorte de leurre qui donne le change face aux autres. Ainsi, certaines personnes plaintives ne le sont que dans certaines circonstances ou avec un nombre de gens très limité. Le reste du temps, elles font bonne figure. Elles font tout leur possible pour présenter d'elles-mêmes une façade d'hypernormalité, c'est-à-dire une normalité sociale sans faille. Ce masque consensuel, aussi conventionnel qu'accommodant, paraît tellement irréprochable qu'il en devient irréel à leurs propres yeux. Elles seules, en effet, connaissent le subterfuge dont elles usent auprès des autres. Nora, par exemple, ne gémit et proteste qu'auprès de sa fille et de sa meilleure amie. Elle a compris qu'il est inutile qu'elle le fasse auprès de ses sœurs ou d'autres personnes qui ont rapidement fait la sourde oreille à ses jérémiades. En séance, l'accueil bienveillant et l'écoute empathique du praticien ont encouragé Nora à déverser sans retenue ses motifs de mécontentement et une certaine façon de s'apitoyer sur son sort qui caractérise son discours ordinaire. Un peu plus de 2 années après, plus apaisée, Nora a pu confier une tentative de suicide qu'elle avait mise en œuvre lorsqu'elle avait 13 ans, tant elle se sentait vide intérieurement, délaissée par ses 2 parents, complètement démissionnaire et impuissante face au chaos familial. À sa sortie de l'hôpital, constatant de nouveau l'indifférence complète des siens à son égard, Nora avait décidé de faire semblant d'aller bien, d'être heureuse et sans problème. Surtout, elle s'était mise à jouer les émotions que les autres attendaient d'elle dans telle ou telle circonstance.
Ainsi a-t-elle pu développer l'art consommé d'une comédienne qui rit, pleure, fait mine d'être peinée ou choquée selon les cas. Nous nous souvenons que la plainte est une action. Cette caractéristique est déterminante pour essayer de mieux en comprendre tous les aspects. Il s'agit d'une action sociale et relationnelle, tout autant qu'une action psychique et même intrapsychique, de soi à soi-même autant que de soi envers les figures autorisées de personnes importantes dans l'histoire du sujet. Imagos, de ses parents par exemple. Se faire plaindre est une des nombreuses actions possibles de l'indignation qui sait se muer en réquisitoire si nécessaire. Je me fais plaindre est une forme de chantage plus ou moins discret visant à utiliser la compassion des autres ou à les braquer contre un adversaire réel, un bouc émissaire affublé de torts imaginaires ou une idée répréhensible. Victime magnifique. Très rangée, toujours habillée de façon impeccable, arborant un sourire conquérant en toutes circonstances ou presque, le verbe haut et le discours très argumenté, Lynn est une femme à poigne, cadre dans un grand groupe de service. Extrêmement critique et particulièrement observatrice, Lynn ne laisse rien passer et se définit volontiers comme une femme exigeante et implacable. À la suite d'une rivalité agressive particulièrement nourrie avec un collègue dont elle brigue le poste et qu'elle cherche à pousser à la démission en utilisant tous les moyens possibles et imaginables, ce qu'elle avoue sans la moindre gêne ni l'ombre d'un début de honte, le collègue visé porte plainte. Quelque temps plus tard, Lynn est convoquée au tribunal pour répondre de son harcèlement. Elle affirme avoir préparé un dossier en béton avec une avocate réputée pour être redoutable et très vicieuse. Lynn construit de toutes pièces une argumentation impitoyable contre son collègue, présentée sous les traits d'un pervers manipulateur. Ce dernier aura beau clamer son innocence et rappeler qu'il est, lui, la victime réelle du harcèlement de son ambitieuse collègue et du tissu de mensonges qu'elle affirme sans scier, la mise en scène de fausses injustices séduit et fascine la magistrate qui se laisse facilement convaincre. À l'issue du procès, gagné en première instance, Lynn avoue sans vergogne qu'elle a utilisé ces mêmes procédés de victimisation lors de son divorce. Dans les deux procès, elle avait réussi à pleurer au bon moment, à attendrir la juge, à se faire plaindre et à présenter l'autre comme dangereux en jouant la peur d'être agressée à la sortie de l'audience. Au nom de l'amour. De façon moins démonstrative et moins belliqueuse, la plainte peut être utilisée pour faire pression sur les autres ou les influencer favorablement. Ainsi, Aziz raconte l'enterrement d'un homme mort en quelques semaines alors qu'il était encore jeune au terme d'une maladie grave. Cet homme était particulièrement mal aimé, déconsidéré et rejeté par son épouse et ses amis. Lors des funérailles, Aziz a été désagréablement surpris d'entendre ces discours hypocrites et sirupeux, flattant officiellement la mémoire de cet homme et visant à faire croire une prétendue affliction de la part de sa veuve. Aziz se sent très mal à l'aise face à une plainte d'une telle fausseté. Il en a la tête qui tourne et se sent gagné par de forts écœurements. Il préfère quitter cette assemblée de tartuffes et se recueillir seul dans le silence. Les personnes intuitives, très sensibles ou vraiment à l'écoute de leurs sensations, peuvent percevoir les motivations réelles, peu amènes, se camouflant derrière les prétendues bonnes intentions des fausses doléances. John se souvient d'un collègue de club de sport qui se prétendait son meilleur ami. Un jour, suite à un léger désaccord, pour obtenir l'assentiment du reste du groupe, l'homme avait fait volte-face et s'était déclaré outragé. Il affirma avec insistance que, après un tel affront et une offense aussi impardonnable, il ne pouvait plus accorder sa confiance à John et demander aux autres de le suivre dans son ostracisme. La fausse plainte possède son jargon caractéristique, son vocabulaire accentué, sa rhétorique efficace, et l'on sait à quel point elle peut atteindre son but. La triste histoire du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage en 1894, en est une célèbre illustration. Racine, qui connaissait l'art de la plainte tragique plus que tout autre, ne manque pas de finesse et d'ironie lorsqu'il fait dire à Narcisse, le spécieux gouvernant du jeune empereur Britannicus, « Tandis qu'on vous verra d'une voix suppliante, semer ici la plainte et non pas l'épouvante, que vos ressentiments se perdront en discours, il n'en faut pas douter, vous vous plaindrez toujours. » Triste constat. Narcisse, perfide conseiller à la solde de Néron, recommande à Britannicus l'épouvante plutôt que la plainte. Par le discours plaintif, il n'obtiendra rien de valable. Selon lui, seule l'action terroriste, qui consiste précisément
précisément à semer la terreur, mérite d'être engagée car elle est la seule à être suivie des faits. La violence de l'injustice tue. Lorsque l'injustice est tue, la plainte gardée pour soi peut même se muer en vengeance contre ceux qui exhibent avec désinvolture ou arrogance des biens convoités par d'autres moins fortunés qu'eux. Ce peut être le cas de la richesse. À l'instar de Tom Ripley, le héros usurpateur et meurtrier de l'auteure américaine Patricia Higgins Smith, douée de grands talents d'imitation. Dans une moindre mesure et sans aucune intention de meurtre, la vigoureuse volonté de revanche sociale est aussi pour Jay Gatsby un moyen indirect de dénoncer l'injustice et de tâcher de reconquérir Daisy, la jeune femme qu'il n'a pu épouser du fait de ses origines sociales trop modestes. Gatsby consacre tout son temps, son intelligence et son énergie à se construire une nouvelle identité, une histoire améliorée et une immense fortune par le biais du commerce d'alcool en pleine période de prohibition. Il s'achète un immense château sur l'île de Long Island, non loin de New York, et donne des fêtes plus somptueuses les unes que les autres pour impressionner Daisy. Lorsqu'il peut enfin la revoir, il met tout en œuvre pour la convaincre de quitter son mari et de l'épouser lui. Malgré tous les efforts qu'il déploie, la reconquête de Daisy tourne à la tragédie. Gatsby connaîtra de nouveau les brûlures de l'injustice. Il est notamment désigné sans preuve et à tort comme le responsable d'un accident de voiture, puis assassiné en représailles par le mari de la victime. L'immense force poétique et dramatique du merveilleux roman de Fitzgerald réside dans une réflexion sur le temps qui constitue la toile de fond de tout le récit. Nous sommes immanquablement reliés à notre passé. Il influence imperceptiblement notre existence et comme des barques luttant contre le courant, nous y sommes sans cesse ramenés. Voilà une clé majeure de la plainte sempiternelle, donc in fine, qu'elle soit exprimée ou non. L'outrage irréparable est bien celui du temps qui passe et ne reviendra plus. La complainte accompagne une nostalgie inconsolable et indépassable du paradis perdu. Que cette nostalgie soit consciente ou inconsciente ne change rien à la puissance farouche et obstinée qu'elle confère aux lamentations. Nous allons nous y intéresser de plus près.